L'histoire que l'on va vous raconter est celle d'un grand quotidien traditionnellement attaché à son indépendance mais déficitaire, d'une guerre d'actionnaires désireux d'en prendre le contrôle, d'un président de la République cherchant à peser sur les médias dans l'espoir d'être réélu, et d'un banquier d'affaires au rôle pas très clair. Au début des années 2000, la presse est durement frappée par l'arrivée d'Internet, des journaux gratuits et la chute des revenus publicitaires. Jean-Marie Colombani, alors directeur du Monde, et Alain Minc, président du conseil de surveillance du journal, se lancent dans une politique de rachat massif d'autres titres. Problème, cette stratégie va aggraver l'endettement du groupe Le Monde au risque de mettre en danger sa légendaire indépendance éditoriale. Témoignage d'un ancien cadre du journal. Au bout de 2 ans, parce que cette boulimie d'achat dure 2 ans, Minc se retourne vers la rédaction en disant « mais on n'a plus d'argent. On est totalement endetté, on n'a pas le choix, il faut faire entrer des gens qui tels du Monde. » Et donc d'où l'idée de faire entrer Lagardère. Pour les journalistes du Monde, traditionnellement premiers actionnaires de leur journal, cette arrivée du groupe Lagardère au capital serait un choc culturel. Décryptage de l'économiste Julia Cagé, aujourd'hui présidente de la Société des lecteurs du Monde. Vous avez pendant un certain nombre d'années, voire de décennies, comme actionnaire de référence du titre, ces lecteurs et ces journalistes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a vraiment un modèle d'indépendance et qu'on l'a rarement vu finalement dans d'autres titres à ce point. La tradition démocratique du Monde est issue de la Libération, un journal indépendant qui est la propriété des journalistes. Et ce principe, c'est ça l'enjeu politique de ce qui va se passer d'abord en 2006, ensuite en 2010, ça va être la remise en cause progressive de ce principe. La rédaction est d'autant plus inquiète qu'Alain Minc, qui propose de faire entrer de nouveaux actionnaires, est réputé proche du président Nicolas Sarkozy. Donc il est à la fois président du conseil de surveillance du Monde et il est en même temps le conseiller public ou secret de grands patrons et le conseiller de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un système qui est très malsain. En 2005, Alain Minc va convaincre Hachette, filiale du groupe Lagardère, et le groupe de presse espagnol Prisa d'entrer au capital du Monde. Moi, j'ai amené, pendant les 14 ans que j'étais au Monde, je leur ai amené de quoi vivre à coup d'entrée d'actionnaires multiples, dont Prisa, et dont le groupe Hachette, chose que j'avais négociée avec Jean-Luc Lagardère à l'époque. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui, d'une certaine façon, faisait que la communauté des journalistes avait tendance à penser qu'on arrivait toujours à trouver de l'argent. On leur en a trouvé beaucoup, oui. Laurent Mauduit, lui, se demande si, avec sa boulimie d'achat, Alain Minc n'a pas jeté le Monde dans les bras de nouveaux actionnaires pour affaiblir l'indépendance des journalistes. Je pense qu'il y a une stratégie d'endettement délibéré, creuser la tombe du Monde pour qu'il y ait des sauveteurs qui soient appelés. Bon, voilà. C'était ça, à mon avis, l'histoire, et on ne l'a pas forcément vu. Stratégie délibérée ou pas, la générosité des nouveaux actionnaires a ses limites. En 2008, ils annoncent un plan social de 130 suppressions d'emplois. C'est un événement. Le Monde est absent des kiosques car ses salariés sont en grève. Un cas rarissime en 64 ans d'existence. Et ce matin, dans les locaux du quotidien, il y avait une certaine tristesse. Moi, ça fait 33 ans que je suis dans ce journal. C'est la deuxième fois qu'on vote une grève. La première, c'était en 76. Les salariés refusent le plan de redressement présenté par la nouvelle direction. L'an dernier, le groupe a encore enregistré plus de 15 millions d'euros de pertes. Au sein du Monde, 130 emplois, dont 90 de journalistes, vont être supprimés. La direction compte sur les départs volontaires, mais prévoit aussi des licenciements. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que le journal Le Monde va bien d'un point de vue éditorial, il gagne des lecteurs et son audience augmente, mais en termes de recettes publicitaires, qui est à la fois le nerf de la guerre et le maillon faible, pas seulement du Monde, il est obligé de reconsidérer ses moyens en face de ses dépenses. En 2009, la crise s'aggrave encore.
La Société des rédacteurs du Monde, la SRM, nomme alors à sa tête Gilles Van Cott. Le groupe Le Monde était au bord du dépôt de bilan, c'est très clair, et donc la seule solution à ce moment-là était de faire une recapitalisation. Mais une recapitalisation, on s'en est rendu compte très vite, de fin 2009, début 2010, ça voulait dire rachat. Il n'y aurait personne qui apporterait des capitaux juste pour nos beaux yeux, sans chercher à prendre le contrôle du groupe Le Monde. Craignant de perdre son indépendance, fin 2009, la rédaction du Monde va chercher un expert pour la conseiller. Témoignage de Adrien de Tricorneau, alors vice-président de la SRM. C'est à ce moment-là qu'on cherche des conseils et qu'on dit à la rédaction, si vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient travailler pour pas trop cher ou gratuitement pour nous, est-ce que vous pouvez en parler ? Une journaliste du service économie va alors penser à un inspecteur des finances devenu banquier d'affaires qu'elle a interviewé 2 ans plus tôt. Moi, j'en connais un jeune qui travaille à la banque Rothschild, qui visiblement sont un peu frustré de son boulot actuel. Et je pense que ça pourrait l'intéresser de venir travailler pour nous. Voilà, ce serait un peu du gagnant-gagnant. Lui, il serait content, ça lui ferait du bien intellectuellement. Et puis pour nous, je le connais, et franchement, il est super brillant. Je pense qu'il pourrait être d'un grand appui pour nous. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron rencontre les représentants de la SRM au siège du journal. Mais je pense qu'en même temps, il avait des très bonnes connaissances en économie qui nous ont aussi convaincus qu'il pourrait nous aider si jamais il y avait, je sais pas, des choses trappes, des trucs à voir. Il pourrait nous aider à bien comprendre les positions des éventuels futurs actionnaires pour pas qu'on se fasse abuser d'une façon ou d'une autre. Donc il allait vraiment prendre la défense de nos intérêts. Décryptage de Marc Endeveld, un journaliste qui enquête sur la Macronie depuis 2015. Pourquoi il s'intéresse à ces activités culturelles à l'époque ou à ces activités de presse? C'est que c'est des activités qui lui donnent du carnet d'adresses principalement. Ça lui donne accès à des patrons de presse, ça lui donne accès à des actionnaires qui investissent dans les médias, et donc en entrant par la porte de la presse, finalement, il entre rapidement, très rapidement dans le capitalisme à la française. Ça a été, de mon point de vue, sa principale motivation pour s'intéresser à ces affaires de presse. Évidemment, pour séduire la SRM, Emmanuel Macron met en avant un autre argument. Il avait convaincu tout le monde que pour lui, l'indépendance d'un journal était absolument fondamentale. Donc, on décide de le choisir comme banquier d'affaires. En mars 2015, dans la presse américaine, Emmanuel Macron avait tombé le masque sur les méthodes qu'emploient parfois les banquiers d'affaires pour faire fortune. Vous êtes un genre de prostituée. Le boulot, c'est de séduire. Jusqu'au printemps 2010, entre la Société des rédacteurs et Emmanuel Macron, c'est une véritable lune de miel. Et dans les premiers mois, ça se passe vraiment de façon remarquable. On se dit, c'est une chance folle qu'on ait quelqu'un de ce niveau-là pour nous accompagner dans ce projet. Entre mai et juin 2010, 2 groupes d'actionnaires vont entrer en guerre pour le contrôle du Monde. Le premier est composé de Pierre Berger, homme d'affaires et ancien proche de François Mitterrand, et Mathieu Pigasse de la Banque Lazare, alors soutien de Dominique Strauss-Kahn. Ils seront bientôt rejoints par Xavier Niel, fondateur de Free, qui a fait fortune dans le Minitel Rose. Ce trio est estampillé à gauche. La deuxième offre va se constituer autour de l'homme d'affaires Claude Perdriel, cofondateur du Nouvel Obs, et de Juan Luis Cebrián à la tête du groupe Prisa, déjà actionnaire du Monde. Particularité de ce groupe de presse espagnol, il est conseillé par Alain Minc, pas vraiment de quoi rassurer les journalistes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a qu'une peur au sein du groupe Le Monde, c'est le retour d'Alain Minc. Alain Minc était l'ancien président du conseil de surveillance du groupe Le Monde, à l'époque où il faisait tandem avec Jean-Marie Colombani. On l'avait poussé vers la sortie quelques années plus tôt, et on savait qu'il n'avait qu'une envie, c'était de revenir. Pour y parvenir, Alain Minc va tenter de convaincre Emmanuel Macron qu'il avait aidé à entrer à la banque Rothschild en 2008, que l'offre Perdriel-Prisa est la meilleure. Et depuis le cœur de Paris,
Un responsable politique clé, un homme qui a alors infiniment plus d'influence qu'Emmanuel Macron ou Alain Minc, va peser dans le même sens. Le président de la République, Nicolas Sarkozy en personne. Le 22 mai 2010, Nicolas Sarkozy téléphone au directeur du Monde et lui met un coup de pression. Éric Fotorino révélera dans un livre les propos que lui a tenus le président de la République. Souvenez-vous de ce qu'il en a coûté à votre prédécesseur d'être en ma faveur, mais d'appeler à voter Ségolène Royal. À titre amical, je vous le dis, quand on a en face de soi des groupes de la qualité de Lagardère, de Prisa, et Juan Luis Cebrián est un homme que j'aime beaucoup, on n'a pas la folie de se jeter dans les bras de ce trio BNP, en particulier de ce Niels. Si Xavier Niel inquiète Nicolas Sarkozy, c'est notamment parce qu'il vient d'investir dans 2 sites d'information indépendants, Bakchiche et Mediapart. Pour Julia Cagé, en encourageant des proches à prendre le contrôle du Monde, Nicolas Sarkozy cherchait tout simplement à empêcher que l'indépendance du célèbre quotidien ne menace sa réélection. Sarko, en 2010, c'est un président de la République sortant qui veut se représenter en 2012. Il se dit que c'est plutôt l'offre Prisa-Orange-Perdriel qui va assurer cette neutralité ou une certaine forme de soutien par rapport à l'offre d'en face, qui est l'offre de Berger-Niel-Pigas, qui est marquée au moins sur le papier plus à gauche. Au début de l'été 2010, alors que le Monde est proche du dépôt de bilan, 2 dates clés se profilent. Le 11 juin, date limite pour que les actionnaires déposent leur offre, et le 25 juin, date où la Société des rédacteurs doit choisir son repreneur préféré. Problème, à l'approche de la première échéance, l'offre Perdriel-Prisa, qui a les faveurs de Nicolas Sarkozy et d'Alain Minc, n'est pas prête. Il faut un délai. Emmanuel Macron va alors intervenir auprès de la Société des rédacteurs. Mai-juin 2010, on a une première proposition d'Emmanuel Macron de retarder la date du choix entre les 2 candidats. Donc il demande un report de 2 semaines. Nous n'y voyons pas malice, Gilles Van Cott et moi, et on se dit que peut-être c'est effectivement meilleur pour finaliser la négociation des conditions entre les deux, d'avoir 2 offres qui tiennent debout. Donc on envoie la lettre qui nous a aidés à faire ou qui nous a préparés. Envoyée par mail le 8 juin, cette demande de report va néanmoins intriguer le trio BNP. En examinant les métadonnées de la pièce jointe du mail, il découvre un indice laissant penser qu'Emmanuel Macron, censé être neutre, aurait utilisé un modèle de document fourni par Alain Minc. Roulerait-il secrètement pour les actionnaires préférés de Nicolas Sarkozy ? Jugeant manifestement Van Cott et Tricorneau un peu naïfs, Mathieu Pigasse alerte alors Pierre Berger et Xavier Niel. Entre nous, il faudra qu'un jour la SRM comprenne la proximité qui existe entre Minc et son conseil qui plaide pour le report du calendrier. Et Mathieu Pigasse n'est pas le seul à soupçonner Emmanuel Macron de rouler secrètement pour Alain Minc. Xavier Niel, à l'époque, m'a confirmé que lui-même avait découvert le fait parce que, assez souvent, la Société des rédacteurs du Monde lui envoyait des documents qui étaient faits par Emmanuel Macron, par leurs conseillers. Et ils avaient à plusieurs reprises cliqué sur les documents Word et ils avaient découvert que le propriétaire du logiciel du document Word, c'était propriété d'Alain Minc. Et donc les documents écrits par Emmanuel Macron pour le compte de la Société des rédacteurs du Monde étaient écrits dans les bureaux du camp adverse. Voilà, donc l'histoire est tout de même très stupéfiante. Même si Gilles Van Cott n'a pas eu vent de cet indice troublant, lui aussi se met à douter de la loyauté d'Emmanuel Macron. La grande crainte qui émerge à ce moment-là, c'est est-ce que Emmanuel Macron ne roulerait pas pour Minc? Est-ce que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est pas de laisser le temps à ce trio de renforcer sa position et son offre pour rafler la mise? Quelques années plus tard, interviewé à ce propos, Alain Minc commence par noyer le poisson. Macron conseillait la Société des rédacteurs du Monde. À ce titre, il a dialogué avec les 2 offres qui étaient sur la table.
Moi, Emmanuel Macron, je le connais depuis bien longtemps et on a des relations d'amitié anciennes, étroites et anciennes. Mais en l'occurrence, il avait dialogué aussi avec l'autre interlocuteur. Mais dans un livre récent, Minck révélera pour la première fois qu'en 2010, il avait bien réussi à convaincre Emmanuel Macron de se mettre secrètement au service des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy. Je l'ai entraîné chez Prisa, je l'ai ensuite retourné pour Le Monde. Il devient notre banquier. Quand vous dites dans le livre de Davin et l'homme, je l'ai retourné pour Le Monde, qu'est-ce que c'est que cet exploit? C'est pas un exploit, c'est que je lui ai expliqué notre offre. Je lui ai dit, attends, on est la seule bonne solution. Bon, c'est tout. Travaillant pour Rothschild, une banque traditionnellement liée à la droite française, Emmanuel Macron va se laisser convaincre. Emmanuel Macron a joué le rôle de conseil bénévole auprès de la Société des rédacteurs du Monde, et eux, ils ont cru un peu naïvement qu'ils n'avaient pas d'intérêt dans le dossier. Mais c'est presque du classique chez un banquier d'affaires de jouer les deux joueurs d'une partie en parallèle et en même temps deux joueurs qui sont parfois opposés, qui ont des intérêts opposés sur un dossier. C'est comme ça qu'on conclut les deals. Donc Emmanuel Macron, il s'est comporté davantage en banquier d'affaires sur un dossier, certes symbolique, la vente du Monde, et il a fait croire que ses conseils auprès des journalistes du Monde étaient d'ordre bénévole. En fait, ils étaient, oui, effectivement, sur le papier d'ordre bénévole, mais il était intéressé à la partie qui était en cours. Est-ce que c'était par rapport à des enjeux politiques? Je ne suis pas sûr. C'était plus des enjeux d'affaires, et que Rothschild & Co soit en proximité historique de la droite française, ça semble relativement établi. Aujourd'hui, l'ancien patron de Prisa confirme lui aussi qu'Emmanuel Macron s'était secrètement rangé en faveur des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy. But he was apparently in favor of us, you know, and we had a very good relation with Macron. À ce stade de notre enquête, nous contactons l'Élysée. Je vous appelle parce que j'ai envoyé un email le 12 octobre et j'ai pas eu de réponse, et on voudrait savoir quel rôle a joué Emmanuel Macron et est-ce qu'il reconnaît avoir joué un double jeu dans l'affaire de recapitalisation du Monde sur laquelle je travaille actuellement. Ok, je crois pas que j'ai tout compris, mais est-ce que c'est possible de nous envoyer un mail du coup pour qu'on puisse prendre connaissance de votre demande, s'il vous plaît? Ce sera plus simple de l'avoir par mail. Du coup, vous avez l'adresse organisationpresse@elysée.fr. Exactement, j'ai envoyé un mail à ce mail-là. Est-ce que vous pouvez vérifier peut-être que vous l'avez bien reçu? Je l'ai envoyé à... Bah après, le truc, c'est qu'on reçoit vraiment beaucoup de mails. Si vous l'envoyez maintenant, on le recevra tout de suite, quoi. 4 mois après avoir envoyé un second email, nous n'avions reçu aucune réponse de la présidence de la République. Retour en 2010. À l'approche de la date fatidique de dépôt des offres, depuis son bureau de l'Élysée, Nicolas Sarkozy va remettre un coup de pression au directeur du Monde pour qu'il accepte l'offre Perdriel Prisa. Sinon, le président menace de bloquer des aides publiques à l'imprimerie du journal, un dossier industriel qui menace le sauvetage du groupe. Si Seniels devient propriétaire du Monde, il ne faudra pas compter sur l'argent du contribuable pour le dossier industriel. Ces pressions de l'Élysée vont faire scandale dans la presse. Jusqu'à Londres et New York. Le 19 juin 2010, ultime rebondissement. Stéphane Richard, le patron du groupe Orange, rejoint au dernier moment l'offre Perdriel Prisa. Or, c'est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce que Sarkozy a demandé au patron d'Orange, Stéphane Richard, de monter ou de participer, on va dire, à une offre concurrente? Richard le démentira, mais il y a cette incertitude qui subsiste encore aujourd'hui. Quant à Emmanuel Macron, en se mettant secrètement au service des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy, il aurait cherché à étendre ses réseaux et son influence politique. Il va se mettre du côté d'Alain Minck, parce qu'Alain Minck, c'est un peu
encore un espèce de faiseur de roi à l'époque, très bien connecté, plutôt marqué à droite, mais aussi très bien connecté à gauche, et ça fait partie des troubles du personnage, et en se mettant du côté de Minc, en fait, il s'assure à la fois finalement un certain poids dans la négociation médiatique, et puis un poids politique futur. Ça montre les subterfuges qui peuvent être utilisés pour faire main basse sur la presse, quoi, dans des intérêts qui sont radicalement contraires à ce que les citoyens auxquels ils peuvent prétendre, une presse libre, une presse indépendante, loin des connivences d'affaires, des jeux d'influence. Voilà, c'est ça ce que cette anecdote révèle. À quelques jours du vote crucial de la SRM, sentant que le trio Niel-Berger-Pigasse va l'emporter, Emmanuel Macron tente un dernier coup de poker. Repousser le choix des repreneurs après l'été, au risque que le monde dépose son bilan. On ne voyait pas de raison pourquoi il nous obligeait à faire ça. Et de fait, quand il est venu nous en parler à l'Assemblée générale de juin, ou plutôt dans une réunion préparatoire qui avait lieu avant, où on donnait les éléments, et ce qui fait que tout le monde est... les gens ont très mal compris, et on dit mais qu'est-ce que vous pensez, vous les élus, de ce que nous dit notre conseiller? Et on a dit que le conseiller était conseiller, qui pensait ce qu'il voulait, mais que nous, c'est pas la recommandation qu'on faisait, évidemment. On sent que voilà, il y a une défiance qui s'est installée, et que la seule solution, on va dire, logique et saine, c'est de prendre nos distances par rapport à Emmanuel Macron. Voilà, il nous a aidés très précieusement pendant une période, mais on arrive à un moment où, on va dire, les choses sont bancales, il y a trop de suspicions, et on arrête de travailler avec lui à ce moment-là. La veille du jour J, les deux groupes d'actionnaires passent une sorte de grand oral devant les salariés. Les deux trios étaient venus devant les salariés du Monde, dans l'auditorium du Monde à l'époque, et franchement, il n'y avait pas photo. Il y avait un trio, Berger-Niel-Pigasse, qui avait très envie du Monde, qui a répondu très intelligemment aux questions, et notamment une question sur l'indépendance éditoriale et sur les contenus. Et Xavier Niel a eu l'intelligence à ce moment-là de dire à la rédaction « Mais ça, c'est votre travail, c'est pas le nôtre. Nous, on n'est pas journalistes. Les contenus, ça sera vous. » Évidemment, c'est ce qu'attendaient les journalistes comme discours. Et à côté de ça, vous avez un deuxième trio dont on sent qu'il est complètement bancal. Et devant les salariés du Monde, d'ailleurs, deux des membres du trio, Claude Perdriel et Juan-Luis Cebrián, le patron de Prisa, se contredisent sur l'hypothèse d'une parution du Monde le matin. Ils affichent leur divergence devant la rédaction du Monde et devant les salariés du Monde, qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce trio qui ne s'est même pas mis d'accord sur un élément important de politique industrielle ?» Le jour du vote, plus de 300 journalistes des différents titres du groupe se prononcent à 90% en faveur de Niel, Berger et Pigasse. On a eu des garanties fortes de leur part, notamment une minorité de blocage qui est accordée aux actionnaires historiques, qui feront que nous pensons que nous avons aujourd'hui des verrous, des garde-fous, qui permettront d'assurer l'indépendance éditoriale de nos titres, c'est-à-dire Le Monde, Télérama, Courrier International et La Vie. En cet été 2010, le groupe Le Monde est donc sauvé. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.